Depuis des temps anciens, dans un certain royaume, un chat noir était secrètement amoureux d'un chat blanc qui avait des yeux bleus royaux et était recroquevillé sur un trône doré. C'est à ce moment-là que l'histoire commence. Une fille aux ailes d'ange pur et aux cheveux blonds platine s'envola droit vers le ciel, déterminée à ne pas laisser la magie noire s'emparer de la langue ancienne. Dans un village paisible, un garçon aux cheveux noirs teintés de rouge se préparait pour une expédition de chasse afin de ramener de la nourriture. En marchant, Astora contemplait rêveusement les nuages noirs tachetés dans le ciel tout en écoutant les conseils de ses aînés. Soudain, un oncle en état de panique accourut, annonçant à haute voix que des monstres attaquèrent le village. Suivant les instructions des adultes, le garçon mena un groupe de 3 jeunes enfants pour chercher refuge dans une grotte située sur une colline. Durant leur fuite, l'un des 3 enfants trébucha, obligeant Astora à s'arrêter. Pendant qu'il s'occupait de l'enfant tombé, une créature géante ressemblant à un scorpion attaqua. Le garçon tenta de la combattre avec un couteau qu'il portait, mais la peau résistante de la créature ne lui permit rien d'autre que de regarder, impuissant, l'enfant mourir dans la douleur. Il porta une fille et continua à courir pour s'accrocher à la vie, mais la créature monstrueuse les rattrapa. Un autre enfant fut sacrifié, confiant sa sœur à Astora dans l'espoir qu'il la protégerait. De 4, ils ne furent réduits qu'à un demi-enfant restant et au garçon lorsqu'ils atteignirent le refuge, au milieu d'un danger extrême. L'espoir ne dura pas longtemps. Quand il emmena la fille chercher de l'aide, sa voix résonna seule dans l'espace silencieux. Tragiquement, tous les villageois avaient péri lors de l'attaque précédente contre les créatures monstrueuses, n'ayant pour seules armes que de primitifs outils agricoles. Comment pouvaient-ils espérer survivre face à ces bêtes énormes dotées d'une force dévastatrice? Désormais, seul le garçon eut la chance de survivre au désastre, et le village, autrefois rempli de rires, ne comptait plus qu'une seule âme solitaire. Le ciel devint soudainement sombre, et la pluie alourdissait le chagrin de ceux qui restaient. Skyers, un chevalier âgé aux cheveux argentés, était en route pour chercher d'autres villages touchés par les cruelles créatures monstrueuses. Il découvrit par hasard Astora, en train de creuser des tombes pour les âmes tourmentées assassinées avec cruauté. Selon Astora, les villages voisins n'avaient pas non plus échappé aux griffes des créatures monstrueuses, ne montrant aucun signe de vie. À ce moment-là, Astora avait creusé des tombes jusqu'à l'épuisement, sa faim oubliée. Mais lorsqu'il reçut un pain de Skyers, Astora le dévora comme un tigre affamé. Après avoir apaisé son esprit, les deux s'assirent et discutèrent longuement. Astora raconta qu'il était à l'origine un enfant sans nom ni âge, recueilli par les villageois. Le pays dans lequel il vivait était dirigé par un certain roi sombre. Astora se plaignit à Skyers, se demandant si le roi se souciait encore de la justice pour permettre une telle liberté aux créatures monstrueuses de semer la terreur. Lorsqu'on lui parla de justice, les yeux d'Astora reflétaient une détermination profonde, empreinte d'un désir de paix et de bonheur, avec l'espoir d'apporter la joie à chacun. Sa réponse donna à Skyers l'impression que l'enfant face à lui était encore trop naïf. C'est peut-être pour cela qu'il avait sacrifié sa santé, mettant toute son énergie à offrir un lieu de repos à ceux qui avaient péri. Astora continua de creuser jusqu'à avoir l'impression d'avoir transpercé les cieux, les sons rythmés de sa pelle semblant prolonger le départ des villageois. Mais cela n'améliorait en rien son état, ni n'apportait de sens à son avenir. Une épée fut lancée devant lui par le vieux soldat, qui voulait qu'Astora se lève et combatte, plutôt que de continuer à fuir. Il devait devenir fort pour les protéger, et non se limiter à assister à leur rituel de retour à la terre. Astora comprit alors que lui seul pouvait réaliser ses idéaux, et il affirma sa volonté de les protéger jusqu'au bout. Comme s'il prenait soudainement conscience d'une vérité profonde, il se leva et para tous les coups de Skyers, réussissant même, contre toute attente, à faire valser l'épée de ce dernier. Cela ravit le vieux soldat. Devant les vétérans se tenait quelqu'un doté d'un immense potentiel, capable de succéder au roi sombre qu'il avait cherché si longtemps. L'épée, symbole de commandement, fut remise à Astora par Skyers, qui lui dit d'aller jusqu'à la capitale, dans le grand manoir, et de se proclamer prince sombre, successeur du roi sombre. Espérant que le peuple de la nuit, les Valis, prendrait soin de lui, Skyers souhaitait qu'Astora utilise son époque pour changer ce monde brisé. Au moment où une larme d'Astora tomba, une auréole apparut en lui, confirmant sa position d'élu,
et le roi sombre quitta officiellement ce monde pour atteindre la mer de béatitude. Iris, la fille aux cheveux blancs, accompagnée des soldats du royaume de Shiro, était déterminée à repousser les démons issus des ténèbres. Iris était la reine du royaume de Shiro, et après avoir temporairement repoussé les démons, tous les soldats furent autorisés à se reposer et à se préparer soigneusement avant d'affronter à nouveau l'invasion obscure. Pendant ce temps, Iris, plongée dans ses pensées, comprit que l'incarnation du roi sombre gagnait en puissance et que l'armée de Shiro risquait de souffrir lors du prochain affrontement. Seule avec son pouvoir, elle savait qu'il serait difficile de résister à ceux qui s'annonçaient. C'est peut-être pour cela que les soldats étaient poussés à s'entraîner avec plus de rigueur que jamais, bataille après bataille. Sur son chemin vers le manoir du roi sombre, Astora fit la rencontre d'un chevalier mystérieux qui l'attaqua sans avertissement. Dans ce moment critique, il reconnut en lui Valis, celui que Skiers avait mentionné avant de mourir. Se présentant comme le prince sombre, successeur du défunt roi, Astora fut aussitôt reconnu par Valis, qui le guida vers le manoir, comme Skiers l'avait ordonné avant sa mort. Le royaume de Shiro, en pleine préparation pour faire face à un désastre annoncé, voyait sa souveraine, Iris, incapable de se reposer, toujours prête à affronter les ténèbres à tout instant. Le sorcier Shima vint apaiser l'esprit de la reine, qui pensait que le royaume de Kiro ne visait que la langue ancienne, mais Iris n'était pas de cet avis. Elle croyait que c'était parce que le roi du royaume sombre était soudainement devenu fou, détruisant tout de manière incontrôlable. Une fois le trône du roi sombre succédé, la paix entre les royaumes serait naturellement rétablie. Leur conversation fut interrompue lorsque des soldats vinrent informer Iris que Baal, une armée démoniaque, attaquait la capitale de l'Ouest. En apprenant que la capitale de l'Ouest, Médis, faisait face à la première tempête nommée Baal, Iris, accablée par la responsabilité de diriger le royaume, déploya ses ailes blanches dans le ciel sombre et silencieux de la nuit, et s'élança droit vers le lieu où le danger était imminent. Voyant que leur reine ne trouvait pas le repos, les soldats et les sorciers les plus puissants du royaume se précipitèrent à sa suite vers la capitale occidentale. De l'autre côté, à Médis, Baal, un démon redoutable, dévastait la magnifique cité du royaume de Shiro, semant le chaos uniquement pour son propre plaisir. Les soldats du royaume lancèrent des attaques magiques et des flèches acérées, mais celles-ci n'avaient guère plus d'effet contre la peau épaisse de Baal que des piqûres de fourmis. Ils fauchaient des vies sans pitié, tandis que les soldats de la capitale étaient au bord de la mort. À ce moment critique, le roi elfe Atlantia, maniant une magie de haut niveau, invoqua les esprits pour intercepter à temps les griffes mortelles de Baal. Sauvant heureusement la vie de nombreux soldats, il utilisa sans relâche des techniques magiques qu'il avait perfectionnées au cours de centaines d'années d'entraînement rigoureux pour retenir le monstre féroce. Pendant ce temps, les soldats de Shiro, en route pour renforcer Médis, furent pris au dépourvu lorsqu'ils croisèrent l'armée sombre. Cependant, les soldats de Kuro ne nourrissaient aucune hostilité envers les troupes de Shiro. C'étaient des gens ordinaires qui déposèrent immédiatement leurs armes et se rendirent. Pourtant, une ombre semblait engloutir à la fois leur corps et leurs âmes, poussant ces hommes innocents à perdre la raison et à attaquer. Les deux camps se retrouvèrent dans une situation périlleuse. Atlantia continua de lancer des attaques dévastatrices à l'aide du pouvoir des esprits contre le redoutable Baal, mais la puissance terrifiante de ce dernier restait indéniable. Chaque frappe des esprits invoqués par Atlantia ressemblait à un coup de tonnerre céleste, faisant trembler la terre, et pourtant, le monstre détournait chaque assaut avec une aisance effrayante. Le démon furieux contre-attaquait sans compromis, chacun de ses coups étant meurtrier et impitoyable. Lorsque Baal libéra une frappe surpuissante, la force écrasante fut telle que le bouclier magique robuste formé par 3 esprits unis ne put y résister. À cet instant, alors qu'Iris voyait son peuple tomber un à un dans une douleur insupportable, sa haine du mal s'enflamma tel un brasier ardent. Folle de rage, Iris, avec ses ailes éclatantes, s'élança vers Baal, brandissant son épée acérée, tandis que les soldats du royaume de Shiro devaient eux aussi affronter les paysans innocents manipulés par les ténèbres. Ils avaient perdu toute conscience et obéissaient aveuglément aux ordres du mal, attaquant sans relâche les soldats. De l'autre côté du champ de bataille, Iris affrontait toujours Baal, enchaînant des techniques anciennes, mais pour Baal, ce combat ne semblait être qu'un simple divertissement nourrissant sa cruauté. Face à une situation de plus en plus critique,
Iris envisagea de libérer toute la puissance de la langue ancienne, mais Atlantia l'arrêta juste à temps. Le pouvoir originel ne pouvait plus supporter une telle pression. Estimant qu'aucun adversaire n'était digne de lui, Baal tourna le dos et s'éloigna, laissant les troupes médusées. Après cette crise, l'horizon s'éclaircit à nouveau, et la lumière de l'aube apporta un souffle d'espoir sur tout le royaume de Shiro. Iris et les soldats s'unirent pour reconstruire leur capitale dévastée. Dans le royaume des ténèbres, un gobelin qui jugeait la guerre contre Shiro inutile fut aussitôt exécuté par le roi de Kuro. Pour ce dernier, le ciel bleu n'avait aucune légitimité. Tout devait, tôt ou tard, succomber à la nuit éternelle. Pour lui, c'était une loi tacite. Les habitants de Kuro devaient se soumettre aux ténèbres. L'idée d'une coexistence entre Shiro et Kuro lui était insupportable. Quand les ténèbres régnaient, l'armée noire se reposait, mais il sentait que cette ère nouvelle avait perdu tout sens. Ce qu'il désirait désormais, c'était évaluer l'utilité des héritiers. À son retour du royaume des ténèbres, Valus se vit demander par Astora de l'entraîner davantage à l'art de l'épée. Mais le vétéran, ayant servi de nombreux rois, jugeait qu'Astora manquait encore de trop de connaissances pour prétendre au trône. Valu n'avait pas seulement pour mission de former les soldats, il polissait aussi les pierres brutes du royaume. Bien que rigoureux dans son enseignement, il entraînait Astora avec bienveillance, révélant chaque jour un peu plus le talent du jeune homme. De plus, Astora possédait un cœur rayonnant de chaleur. Il contribua activement à la reconstruction du royaume, aidant les habitants à retrouver leur foyer et leur prospérité. En peu de temps, il parvint même à désarmer Valus, prouvant qu'il n'était plus ce garçon impuissant autrefois témoin de la mort atroce de ses proches. Impressionné, Valus lui confia l'habit que Skirs portait dans sa jeunesse. Sur les terres désolées de Kuro, les soldats noirs, accompagnés de Groza, princesse du royaume, poursuivaient leur quête de successeurs potentiels. Alors qu'elle se plaignait du pénible voyage à travers ces terres arides, des monstres surgirent et attaquèrent Groza. Grâce à la puissance qu'elle possédait en tant que dirigeante, elle anéantit rapidement les créatures inconscientes de leurs limites. Mais alors que les soldats admiraient encore ses compétences, Groza baissa sa garde un instant, et un monstre survivant surgit, griffes acérées, prêtes à lui ôter la vie. C'est alors qu'un jeune homme, maniant son épée avec une maîtrise exceptionnelle, apparut et porta un coup fatal à la bête. Derrière cette silhouette se tenait bel et bien Astora. Il était désormais devenu un chevalier puissant, grâce à des mois d'entraînement rigoureux et à l'accumulation de techniques d'escrime sous la tutelle de Valus. À cet instant, Groza semblait être captivée par le jeune homme devant elle, oubliant presque la raison pour laquelle elle s'était rendue dans cette terre stérile. Tandis qu'elle observait rêveusement la silhouette d'Astora s'éloigner peu à peu, les soldats l'exhortèrent à ne pas le laisser partir, car il était celui qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Après que tous deux furent entrés dans une petite taverne de la capitale, Groza lança un défi à Astora, affronter les autres prétendants du royaume pour remporter la grande épée de Kuro. Astora accepta volontiers le souhait de la princesse. À la table voisine, un jeune homme aux cheveux d'un rouge éclatant et au regard perçant sirotait sa boisson. Il avait entendu toute la conversation entre les deux. Dans le royaume de Shiro, Iris, le regard mélancolique, était assise sur le trône doré, se sentant constamment rongée par le remords quant à la perte injuste de ses sujets lors de la bataille acharnée contre le démon Baal. En tant que souveraine, elle se blâmait pour son impuissance à empêcher que tant de vies soient fauchées par la mort. Remarquant que sa reine s'enfonçait dans des pensées sombres, Shima s'approcha pour la réconforter, aidant Iris à ressentir un certain soulagement, tout en demandant la permission de se rendre à Médis pour rétablir les défenses de la capitale. Durant cette période paisible à Shiro, alors que le soleil commençait à se lever, la lumière chaude de l'aube illumina le lieu central où la reine priait pour le bien-être de son peuple. Shima se joignit à elle pour partager ce moment précieux. Les deux femmes eurent une conversation sérieuse sur les responsabilités d'un monarque et décidèrent de se soutenir mutuellement dans leur mission de diriger le royaume. Près de la tour qui émettait une lumière éclatante se trouvait la demeure de la sorcière blanche, où Shima et Iris rendirent hommage à la sage. La succession au trône de la reine plongeait Iris et Shima dans une légère angoisse. Malgré le poids immense de remplacer la dirigeante du royaume, elle conservait un esprit pur et candide. Iris gambadait comme une jeune fille dans la forêt, cueillant des légumes sauvages pour le dîner avec la famille de Shima.
L'ambiance chaleureuse du repas, rythmée par les rires, fut de courte durée, jusqu'à ce que Phios raccompagne gentiment Iris en toute sécurité chez elle. Toujours pensive, Iris méditait sur le véritable sens du rôle d'un monarque pour guider son peuple. Bien que Phios ne possédât pas de réponse claire, il n'hésita pas à lui montrer son respect et son désir d'être l'épée qui protège la reine, dans le décor paisible d'une falaise poétique. Alors que le vent soufflait dans la chevelure douce d'Iris, qui se tenait seule, plongée dans ses pensées, soudain, des ombres sombres surgirent sous les nuages blancs pour l'attaquer. Iris utilisa rapidement le pouvoir du chant purificateur pour bannir ces ténèbres. Dans le ciel bleu limpide, une voix se fit entendre, faisant comprendre à Iris que le véritable rôle d'une reine est de rassembler les royaumes. Malgré la solitude, il faut apprendre à la surmonter. Pendant ce temps, dans le manoir du roi des ténèbres, Astora, représentant de la lignée de Skir, participait à un tournoi destiné à désigner le prince des ténèbres du royaume. Valus décida de ne pas l'accompagner, ayant une confiance absolue en les capacités du chevalier qu'il avait formé. Il n'avait aucun doute sur la force actuelle d'Astora. Sur le lieu du tournoi, de nombreux individus aux talents extraordinaires s'étaient réunis pour tenter de remporter la grande épée de Kuro. La première épreuve, organisée dans une arène peuplée de créatures dangereuses, avait pour but de ne garder que les 2 derniers survivants pour la finale. Une fois les créatures libérées, chaque candidat fit preuve de ses compétences. Certains excellaient dans la magie, d'autres en tir à l'arc, éliminant les monstres d'une seule flèche. À un moment d'inattention, la magie de feu d'une mage échoua à tuer un démon. Ayant été témoin de la destruction causée auparavant par CS Beth, Astora ne pouvait rester les bras croisés et laisser quelqu'un se faire blesser. Son intervention décisive sauva la magicienne de justesse, attirant l'attention de tous les autres concurrents de la reine. Quand un démon géant, doté d'une force redoutable, fut libéré, il balaya instantanément presque tous les combattants. Grâce à l'entraînement rigoureux de Valus, Astora n'eut besoin que d'un seul coup d'épée pour terrasser le monstre, devenant ainsi l'un des 3 derniers candidats. Edders, le compétiteur aux cheveux rouges, remarqua qu'un ninja dans l'arène s'apprêtait à attaquer Astora dans le dos. Il élimina froidement ce traître, sécurisant ainsi une place en finale pour eux deux. Durant la pause précédant l'épreuve finale, Edders critiqua Astora pour avoir sauvé des concurrents plus faibles. Selon lui, on ne devient pas roi en sauvant les autres, mais en les poussant à se renforcer par eux-mêmes. Astora, en désaccord, répliqua avec chaleur. Il préférait devenir un roi par d'autres moyens, sans abandonner ceux dans le besoin. Lors du dernier affrontement, dès l'annonce du début du duel, Edders se jeta sur Astora tel un ouragan. Mais avec sa force et son corps affûtés par des mois d'entraînement, Astora repoussa son assaut et désarma facilement son adversaire. Refusant de céder à l'idéal d'Astora, Edders ramassa son épée pour continuer le combat. Finalement, Astora triompha, gagnant le respect total d'Edders. Il reçut la grande épée de Kuro et fut officiellement proclamé prince des ténèbres. À l'extérieur de l'arène, Valus s'approcha et demanda à Astora de remettre une lettre importante au royaume de Shiro, au nom de l'héritier du trône. Astora leva les yeux vers le ciel immense, l'air satisfait. Sur le bateau qui le menait au royaume de Shiro, les soldats de Kuro, en réapprovisionnant les réserves, chantaient à pleine voix. Le navire en bois fendait les nuages blancs à toute allure devant les yeux d'Astora, révélant la magnifique terre de Shiro qu'il n'avait jamais vue auparavant. Edders et Groza craignaient qu'il ne tombe en danger dans cette contrée étrangère, alors que les 2 royaumes étaient encore en guerre. Edders proposa alors qu'Astora se fasse passer pour un envoyé spécial, tandis qu'il assurerait le rôle de garde du corps pour garantir la sécurité du roi non officiel. Car s'il arrivait le moindre incident,